série qui s'adresse aux orateurs, aux speakers professionnels qui ont envie de faire du storytelling dans leur prise de parole. Je suis Marielle Berclair, je suis coach en prise de parole storytelling et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sébastien Durand, qui est expert et consultant du storytelling des marques. Bonjour Sébastien. Bonjour Marielle. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Je vous présente en quelques mots. Vous avez occupé pendant plus de 15 ans des postes clés dans le marketing et la communication et les ventes également, dans des grosses sociétés telles que Disney, le Futuroscope, Énergie. Et dès 2007, vous êtes vraiment le précurseur en France sur le storytelling d'entreprise. Vous aidez vos clients à réorganiser toute leur stratégie de communication autour de cette technique qu'on pourrait appeler une technique immémoriale. Vous donnez également des conférences et des formations. Et tout de suite, je vais vous demander en quelques mots de nous faire un point sur votre parcours et peut-être comment vous êtes tombé, vous, dans la marmite du storytelling. Oh, comme un célèbre Gaulois, je suis tombé dans la marmite tout petit, en tout cas de celle des belles histoires. Et au cours des années 90 et début des années 2000, mon parcours en entreprise classique, dans des services de communication, m'a convaincu qu'on changeait d'air et qu'on entrait dans une période où on avait plus besoin de retravailler le lien entre les marques et les consommateurs, moins autour des produits qu'autour des récits, qu'autour de ce qu'on peut raconter ensemble. Alors, ce que raconte un narrateur à son public, et puis de plus en plus, on s'est rapproché de l'ère moderne et des réseaux sociaux, beaucoup plus un narrateur et ce qu'on appelle des narrateurs, c'est-à-dire on met le public au même niveau que le narrateur. Les nouvelles histoires sont des histoires qu'on se raconte un peu comme on fait une partie de ping-pong. L'entreprise envoie la balle et on la renvoie et le consommateur y participe. Donc moi, quand j'ai un petit peu réfléchi à ça, j'ai eu envie d'aider les entreprises à mieux raconter des histoires, à savoir organiser des récits autour de ce qu'elles sont et de pouvoir ainsi mieux communiquer avec leurs consommateurs. Et donc, votre définition du storytelling, votre définition personnelle du storytelling, c'est ça, c'est cette capacité qu'on a à... Parce que je suis assez troublée par ce terme de narrateur. Je ne l'ai jamais vu ailleurs que dans votre ouvrage. Donc, c'est vraiment cette capacité à créer un lien particulier avec l'auditeur de l'histoire. Alors le storytelling, c'est une technique de communication. Donc dans technique, c'est-à-dire que il y a des recettes, on apprend à pouvoir mieux raconter en utilisant le pouvoir du récit. Ces petites étoiles qu'on allume dans les yeux quand on raconte, quand on commence par « il était une fois », tout de suite on a envie d'en savoir plus. Eh bien, on met ce récit au service d'un objectif stratégique de marketing. C'est soit créer de la notoriété, soit augmenter ses ventes. Et en ce faisant, on se sert de cette technique qui est celle finalement des bons récits, de ces histoires qu'on se raconte depuis des siècles et qui font qu'on a eu envie autant de lire des livres, de voir des films ou de regarder un tableau. C'est ce qu'on applique aujourd'hui à l'entreprise. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à comment le storytelling peut aider les conférenciers, ou peut-être les futurs conférenciers qui nous écoutent aujourd'hui. Donc le storytelling pour les conférenciers, comment vous pensez que le storytelling peut les aider, et notamment à travers une typologie que vous avez créée, cette typologie narrative, on va dire cette profil. Donc dans votre livre, c'est cette profil d'entreprise. On pourrait dire, là dans notre cas, ça peut être cette typologie aussi de spectateurs, spectateurs de conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous êtes vraiment le créateur de de ce concept. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui vous regardent. Alors je suis la personne qui a fini, j'allais dire, un chemin qui a été emprunté par d'autres, qui consiste à dire que les bonnes histoires, quand on voit quand on a envie d'acheter un produit, quand on voit une campagne publicitaire qui nous plaît, en réalité, c'est une histoire qu'on a déjà entendue dans la littérature, qu'on a déjà entendue, et on s'aperçoit qu'il y a 7 grands types d'histoires qui, depuis Homère jusqu'à Homer Simpson, finalement nous permettent de voir qu'une bonne histoire, ça fonctionne. Alors il y a effectivement 7 grands types d'histoires qu'on retrouve, qui sont interprétés par 7 des dieux principaux de l'Olympe, les dieux gréco-romains, et qui ont donné leur nom au jour de la semaine. Donc si on prend par exemple le lundi c'est le jour de la lune, Lunes Dies, et la déesse de la lune c'est Diane. Et derrière Diane, elle représente quoi? Diane, elle représente toutes les histoires proches du dur labeur pour y arriver. C'est-à-dire que la lune, elle n'est pas éclairée, vous savez, directement par le soleil. Les rayons
rayons, c'est la réfraction des rayons du soleil sur la Terre qui éclaire la Lune. Bon, on va retrouver là, par exemple, toutes les entreprises qui ont besoin d'un coup de projecteur. Et on va trouver ces entreprises du secteur du B2B, par exemple, qui ont du mal à se faire connaître parce que la lumière ne tombe jamais directement sur elles. Ou des entreprises qui ont un produit difficile à expliquer, difficile à vendre. Donc c'est un petit peu des histoires de vilain petit canard. On sait qu'à la fin, ça devient un signe, mais le chemin pour y parvenir est long. Et le storytelling, c'est ça, c'est créer une belle histoire pour faire comprendre que votre entreprise, que l'on prend pour un vilain petit canard, est en fait un beau signe à la fin. Le mardi c'est le jour de Mars, donc le dieu de la guerre. On va retrouver là toutes les typologies d'entreprises qui sont des challengers dans leur secteur. C'est une typologie de David contre Goliath. C'est la typologie de Is No Good qui veut devenir vizir à la place du vizir. Donc c'est l'entreprise qui veut dépasser le numéro 1 de son secteur. Et alors c'est une typologie qui est utile parce que c'est une typologie qui crée de l'empathie. On a envie de mobiliser les gens autour de son combat. Si on est David, si on est Goliath, on mobilise moins les gens. Mais si on est le petit David qui va se battre contre plus fort que lui, en général, on arrive à impliquer ses propres collaborateurs, parce que le storytelling, ça marche aussi en interne, et aussi on va impliquer ses clients qui ont envie de vous soutenir et de vous aider à devenir une entreprise qui réussit. La typologie dite du mercredi, c'est celle de Mercure. Mercure, c'est le dieu de l'âtre, le dieu du foyer, c'est le dieu de la proximité, de l'artisanat. Donc on va retrouver là toutes les entreprises qui se donnent comme objectif de materner le consommateur. Toutes les entreprises qui veulent être le produit préféré du consommateur. Il y a la crise à l'extérieur, tout va mal, mais mon petit pot de Nutella ou mon pot de Häagen-Dazs le soir à la maison, ça fait du bien. On regarde pas les calories parce qu'il faut surtout pas se faire peur. Mais ça nous fait du bien. C'est un produit doudou. Eh bien, les produits doudou, c'est des histoires de type mercredi. À l'inverse, le jeudi, c'est le jour de Jupiter, donc Zeus, le dieu des dieux. Là, on va trouver les entreprises, souvent par exemple dans le secteur du luxe, mais pas seulement, des entreprises qui ont un comportement très distant, très au-dessus de la mêlée. C'est des entreprises qu'on admire, pas forcément qu'on aime, mais qu'on admire, parce qu'elles vous regardent du haut de l'Olympe. Elles sont au-dessus du lot, elles maîtrisent le temps, et ce sont des entreprises en tout cas qui ont une grande réussite. C'est beaucoup une typologie utilisée en communication institutionnelle quand on publie ses résultats. Montrer qu'on est le leader, c'est pas parce que vous êtes le meilleur, mais peut-être que si, justement, parce que l'idée c'est toujours si vous êtes là depuis longtemps, si vous êtes là fort, c'est bien parce que votre produit est de qualité. La typologie du vendredi, c'est celle de Vénus, donc le jour de la déesse de la beauté, la déesse de la jeunesse. Donc là, on va retrouver tous les produits qui cherchent à rendre les consommateurs plus beaux, plus glamour. Donc à la fois, ça peut trouver bien sûr les cosmétiques ou la mode, mais prenez une marque comme Evian par exemple, eh bien Evian, on redevient un bébé quand on la boit. C'est la fontaine de jouvence. On est en plein dans cette typologie du vendredi qui fait qu'en consommant ce produit, vous redevenez plus jeune, vous redevenez plus beau. Et puis vous allez avoir la typologie du samedi. Un samedi, c'est Saturne. Alors Saturne, c'est vraiment le premier sens de la fièvre du samedi soir. C'est le dieu qui est sans limite, c'est le dieu de tous les excès. Donc on va y retrouver là par exemple des marques d'alcool festifs. On va retrouver là tous les produits qui sont très clivants, parce que c'est nous contre eux. Le samedi, c'est on fait la fête, mais on dérange les voisins. On n'en a rien à faire de déranger les voisins, parce que nous, entre-temps, on s'est bien amusé entre nous. Donc vous allez retrouver là des produits par exemple qui visent les adolescents, qui adorent être entre conflit avec les parents ou avec les autres. Vous allez retrouver ce genre de produits ou des boissons énergisantes qui vous permettent d'aller vraiment jusqu'au bout de la nuit. Et puis la typologie du dimanche. Donc dimanche, c'est le jour du soleil. Dans beaucoup de langues, en anglais, en allemand, dimanche se dit jour du soleil. C'est le jour d'Apollon. Apollon, c'est le dieu qui représente la course du soleil dans le ciel, donc qui apporte la lumière. Et vous allez retrouver là les entreprises qui changent la vie de leurs clients. Avant, c'était la nuit, et moi, je suis Orange. Je vous apporte la puissance des télécoms pour vous permettre d'être en communication avec le monde entier. Et là, vous allez retrouver toutes les entreprises, les médias aussi, les journaux, les chaînes d'information qui vous expliquent, elles prennent la complexité du monde et elles vous l'expliquent. Elles vous aident à mieux appréhender ce qui se passe autour de vous. Donc en utilisant ces 7 façons de voir, on s'en souvient assez facilement, on prend les 7 jours de la semaine, c'est un bon moyen mnémotechnique, et on choisit l'histoire qui va être la plus efficace pour les objectifs qu'on se fait. C'est un petit peu ça le storytelling, et effectivement, ça c'est une nouveauté en termes de storytelling, c'est de dire, il y a 7 histoires, et avec ces 7 histoires, on peut arriver à tout raconter, on peut retrouver là tous les films qu'on a aimés, tous les livres qu'on a lus, mais aussi tous les produits qu'on achète. Moi, je trouve ça assez fascinant, cette analogie avec à la fois les jours de la semaine et les dieux de l'Olympe. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez titillant là-dedans. Maintenant,
je suis un conférencier et j'ai besoin de choisir une histoire, ou de choisir des histoires pour illustrer mon propos. Avec cette typologie, comment je m'y prends? Comment est-ce que je fais en amont pour choisir l'histoire qui va vraiment faire mouche? Alors, il y a deux choses à considérer. Il y a l'histoire que je pense devoir raconter, et puis il faut la confronter tout de suite à l'idée de dire, mais le public qui va venir, à quel type d'histoire est-il le plus réceptif possible? Parce que le storytelling, c'est juste une morale qu'on tire. Le schéma narratif, il n'a pas changé depuis Homère, comme je vous le disais. En revanche, on peut en tirer derrière la même morale. Par exemple, si vous prenez les fables qu'on connaît de La Fontaine, eh bien, Ésope les racontait, vous prenez la cigale et la fourmi, eh bien, il y a une morale chez Ésope. Et globalement, c'est la cigale de l'époque, c'est un peu les intermittents du spectacle. C'est-à-dire, elle dit à la fourmi, moi je t'ai diverti pendant l'été, en échange, l'hiver tu me dois le couvert. Et ça fait référence à la situation d'Ésope lui-même, qui était un esclave, qui n'écrivait pas, c'était un esclave illettré, il racontait ses histoires. On a écrit les fables bien après lui. Et donc, il défendait son bout de gras. Il expliquait pourquoi, lui, sa mission, c'est de divertir son maître, la fourmi, et en échange, la fourmi lui doit le couvert. Or, en fait, on connaît la même histoire, mais sous La Fontaine, elle n'a pas du tout le même sens. Sous La Fontaine, la fourmi, c'est plutôt les gens d'aujourd'hui qui sont contre, par exemple, les migrants, qui disent, attendez, nous, on n'a pas travaillé dur pour devoir donner tout ce qu'on a. Et on s'aperçoit que c'est la même histoire, la cigale ayant chanté tout l'été, etc., se trouvant à fort dépourvu, mais on n'en tire pas la même morale. Donc, en fait, le storytelling, il faut pas se tromper. Ce que vous voulez faire passer comme message, c'est votre morale. En revanche, la façon dont vous allez le faire passer, la structure narrative, c'est la fable. Vous pouvez dire exactement le contraire, selon que vous soyez Ésope ou selon que vous soyez La Fontaine. Donc vous allez faire votre choix parmi les 7 typologies en fonction de ce que vous voulez dire qui est votre morale, mais en fonction de ce que le public que vous avez en face de vous peut recevoir, et ça c'est le choix de la typologie. Je suis un petit peu plus concret. Est-ce que vous avez besoin que le public achète votre produit, ce que vous lui parlez? Est-ce que vous avez besoin de créer de la complicité, de créer de la proximité? Dans ce cas-là, vous allez choisir une histoire de type mercredi, parce que Mercure, proximité, confiance. Ou bien, vous voulez au contraire, vous arrivez, vous représentez un savoir, vous êtes un expert reconnu, peut-être un peu admiré, vous pouvez arriver avec une typologie de type un peu plus jeudi, c'est-à-dire je parle, mon autorité est naturelle puisque je suis expert dans ce que je raconte. Donc vous allez le faire. Et ça va avoir des incidences, parce qu'une fois qu'on a choisi la typologie, créer un scénario, c'est-à-dire il y a un héros, il lui arrive des péripéties, et on l'espère, une fin heureuse, un happy ending. Bon, mais qui est le héros? Suivant la typologie que vous allez prendre, le héros, ce sera peut-être vous, l'entreprise ou le conférencier qui parle, ou bien le héros sera peut-être votre public. Si vous êtes dans une typologie type dimanche, vous apportez la lumière, c'est vous qui l'apportez. Donc c'est vous le héros de votre propre histoire. En revanche, quand vous êtes dans une typologie type vendredi, vous créez quelque chose de glamour, vous créez quelque chose qui rend le consommateur, donc l'auditeur, plus beau, plus jeune, donc vous allez valoriser votre auditoire. Donc le choix de votre histoire va dépendre de finalement la façon dont vous pouvez toucher cet auditoire, que vous connaissez un peu en amont. Si vous êtes un conférencier, vous vous êtes renseigné, vous savez qui vous allez avoir affaire en face de vous. Des spécialistes de leur domaine, des grands publics, des entrepreneurs qui se lancent. En fonction de ce public-là, vous allez regarder, vous allez passer au crible les 7 typologies et retenir celle qui est la plus utile. D'où cette chose sur laquelle j'insiste régulièrement d'ailleurs dans l'interview, c'est cette connaissance en amont des personnes auxquelles on s'adresse, qui est vraiment fondamentale. L'enquête, la fameuse investigation. On me commande une conférence et j'enquête et j'investigue sur les personnes devant lesquelles je vais m'exprimer, parce que c'est ça qui me permet de bâtir une conférence qui va les impacter ensuite. Vous avez raison, et si on essaie de donner un petit peu de contenu derrière tout ça, les conteurs, ils ont toujours tenu compte de leur public, c'est-à-dire ils n'arrivent pas devant un public et ils donnaient leur histoire comme ça. Ça, finalement, c'est ce que nous ont apporté les arts plus récents, le cinéma, le théâtre, où finalement la pièce est écrite. Bon, à l'origine, le storytelling revient à ce que c'était du temps d'Homère. Je commençais par lui. C'était quoi les Aèdes? On ne sait pas si Homère a existé, mais en tout cas les poètes ou Aèdes grecs qui ont porté ce nom ou qui ont révélé, c'était des gens qui mettaient leur histoire au point au fur et à mesure. Ils la racontaient, ils tenaient compte du public. Quand on lit l'Iliade et l'Odyssée aujourd'hui, on lit la dernière version. On lit la version définitive. Mais cette version, elle s'est constituée pendant des années, peut-être des décennies, peut-être des centaines d'années.
instantanée. C'est-à-dire que moi, je raconte une histoire et je vois si je vous captive, je vois si je vous perds à l'inverse. Si je vous perds, il faut que je vous recaptive, donc il faut que je redonne un élément supplémentaire. Donc il faut que mon histoire bouge. Je vais tuer un des personnages, un des héros de mon histoire, parce que ça va créer du suspense. Ah, ça vous embête que je l'ai tué? Bon, heureusement, comme il y a des dieux de l'Olympe à côté, on peut peut-être le ressusciter. Oui, vous voyez? Exactement. Magique. Et là, on va retrouver finalement quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui grâce aux séries télé, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, c'est que le storytelling redevient interactif. Par rapport à ce qui est un film, par rapport à ce qui est un livre, aujourd'hui vous tournez une série télé, par exemple, Plus belle la vie sur France 3 est tournée 3 semaines avant sa diffusion. Cela permet d'intégrer quasiment en temps réel les réactions des téléspectateurs. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Lorsque il y a eu les attentats de Paris au mois de novembre dernier, 3 semaines après, dans Plus belle la vie, l'un des héros avait perdu un des proches dans un de ces attentats. On est presque en relation avec ce qui se passe dans la réalité. Et ça permet une grande interactivité avec le public qui fait qu'on tient son public. Voilà. En revanche, ça ne veut pas dire que le travail doit être fait au fur et à mesure, uniquement en disant tiens, je lance une perche, le public va-t-il l'attraper ou pas? Vous avez raison, ça se travaille en amont, on doit connaître son public avant, on doit se renseigner et se laisser ensuite une marge de manœuvre, parce que tout peut évoluer, hein, et le public ne sait pas toujours lui ce qu'il veut, donc c'est aussi à vous de le savoir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup citer, hein, qui est celle d'Henry Ford, le fondateur de l'automobile moderne et créateur de la marque du même nom, qui disait: si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux qui courent plus vite. Hein. On n'invente pas l'automobile, technologie de rupture, en demandant aux gens qui ont l'habitude d'être transportés dans des voitures à cheval ce qu'ils en attendent. Donc il faut savoir demander, il faut savoir ce que le public consciemment demande, mais aussi ce qu'inconsciemment il est prêt à recevoir. C'est aussi ce que fait par exemple aujourd'hui une chaîne comme Netflix, hein, qui indique ne pas être à l'écoute de ce que les gens lui disent quand ils disent j'ai mis 3 étoiles à cette série ou j'ai fait ça, mais qui regardent leur consommation réelle, c'est-à-dire ils ont regardé telle série, parce que qu'ils le reconnaissent ou pas, c'est cette série-là qu'ils ont suivie jusqu'au bout, alors que c'est cette série-là qu'ils ont abandonnée. Et Netflix va vous faire d'autres recommandations en fonction de ça. Donc on s'aperçoit qu'il faut être à l'écoute de son public, mais aussi avoir une attitude qui est de précéder la demande du public. Oui, c'est la technique un peu du pas en avant. Hein. Exactement. On essaye et peut-être aussi la différence entre je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, entre le désir et le besoin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un besoin caché et le désir qui s'exprime, lui, est assez conventionnel ou peut-être socialement acceptable, et le besoin qui est plus profond, voilà, un produit innovant va pouvoir y répondre. Exactement. Pascal, le philosophe, disait, on connaît tous sa phrase, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore, la phrase exacte que la raison ne connaît point, mais il disait aussi, Pascal, pour toucher la tête, il faut passer par le chemin du cœur. Donc on s'aperçoit que quand on a un objectif très, très précis, hein, je vais faire une conférence devant tel public, je vais vous faire passer tel message, ça n'exclut pas du tout un message émotionnel. Au contraire, il sera d'autant plus efficace sur l'esprit qu'il est passé par le chemin du cœur. Hein, vous savez, pendant très longtemps, on ne savait pas où siégeait la pensée, on ne savait pas où siégeaient les émotions. On les pensait dans le cœur avant de les penser dans le cerveau. Mais on en a gardé quelque chose de très réel, à savoir que quand on est touché par quelque chose, quand on est ému par quelque chose, on est plus réceptif à ce message. Ça n'est pas du tout un message le storytelling n'annihile pas la raison, mais il la touche plus efficacement par le chemin de l'émotion. J'ai envie que nous racontiez une histoire qui date déjà des temps immémoriaux. On va retourner en Égypte. Je pense que vous avez une anecdote assez savoureuse à nous raconter sur Ramsès II, qui était déjà un très grand communicant à son époque. Moi, j'ai l'habitude de dire que, comme on vient de le voir pour les typologies, hein, les histoires qu'on raconte en entreprise aujourd'hui, c'est des versions 2.0 finalement, mais des histoires qui se racontaient bien avant. Et effectivement, il y a les bonnes recettes, les bonnes histoires, ça existe depuis toujours. Et par exemple, aujourd'hui, quand vous avez des entreprises qui disent « Ah, moi, j'ai pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Ah, c'est difficile, c'est chronophage. » Moi, je dis toujours, mais si tu n'y es pas, quelqu'un risque de venir raconter l'histoire à ta place. Et ça étonne toujours les gens. Mais par exemple, et effectivement, vous faites allusion à Ramsès II. Ramsès II, on a très longtemps cru, les historiens ont très longtemps cru qu'il avait gagné toutes ses batailles, que c'était l'un des plus grands pharaons de l'histoire, parce que un peu partout en Égypte, il avait mis des panneaux indiquant ici Ramsès II a vaincu les habitants du pays de Couche, ici Ramsès II a vaincu les habitants. Et pendant très longtemps, on a pris ça pour argent comptant. Et puis ça, c'était les historiens, parce qu'il s'était écrit. Et puis les archéologues, eux, ont découvert une réalité très différente. Ils ont découvert que sur des champs de bataille, on trouvait la trace de beaucoup plus de cadavres égyptiens que de cadavres de leurs ennemis. Et donc, ils en ont conclu que la plupart du temps, Ramsès II avait perdu ses batailles, simplement
comme il était le seul à posséder l'écriture à cette époque, dans cette région du monde, il était le seul à dresser, après sa défaite, un panneau indiquant qu'il avait gagné. Mais du coup, l'histoire étant écrite par les vainqueurs, dit-on, nous avons toujours l'idée que Ramsès II était un très très grand pharaon, alors que c'était avant tout un grand communicant. Voilà. Un adepte du storytelling déjà. Par contre, il manquait peut-être un soupçon d'éthique. Alors, vous avez raison, le storytelling, je passe mon temps à le préciser avec nos clients, il faut raconter une histoire la plus vraie possible, ou en tout cas la plus vraisemblable. Et dans le cas de Ramsès II, ça marchait parce qu'il n'y avait juste pas d'histoire en face de lui. Et c'est pour ça qu'il faut raconter soi-même sa propre histoire, pour ne pas laisser d'autres concurrents qui seraient vos Ramsès II à vous, la raconter à votre place. Mais c'est vrai que le storytelling, il a toujours été important. Il a été important dans ce qui a précédé ce que sont aujourd'hui les grands chefs d'entreprise. C'était avant par exemple les chefs d'État. Quand vous regardez Versailles est un cas exceptionnel de storytelling. C'était un château ouvert à tous. Pas seulement aujourd'hui quand on va le visiter. Les gens l'ignorent souvent, mais n'importe quel Français pouvait aller à Versailles au temps de Louis XIV. Il suffisait, comme à Disneyland finalement, où on paye son billet d'entrée, il suffisait de louer un chapeau à plumes pour passer pour gentilhomme et une épée sur le côté, et vous entriez pouvoir passer le roi comme à la parade dans un parc Disney. Le roi qui le soir se couchait dans sa chambre d'apparat qu'on visite, qui est magnifique, mais on se dit toujours, mon Dieu, mais t'endors, mais ça doit être très froid, ça doit être très effrayant. Oui, Louis XIV ne dormait pas dans cette chambre-là. Louis XIV dormait dans une toute petite chambre à côté, derrière, qu'on pouvait chauffer, et le matin, à l'aube, on venait l'éveiller, et il prenait place sur le lit d'apparat pour la grande cérémonie du lever du roi. Donc vous voyez, on s'aperçoit qu'on a toujours su pratiquer le storytelling, c'est-à-dire mettre en scène l'histoire que l'on veut raconter. Pour Louis XIV, cette histoire, vous connaissez sa phrase, « l'État c'est moi », bien en faisant ça, il prouvait que l'État c'était lui, il se donnait en spectacle au peuple français. Donc Versailles et l'argent que dépensait Versailles, qu'on remet plus en cause aujourd'hui parce que grâce aux millions de visiteurs qui viennent, mais à l'époque c'était une vraie question, fallait-il dépenser tant d'argent pour créer un château? Oui, puisque finalement ce château appartenait à tous en appartenant au roi. Donc c'était déjà une façon de se mettre en scène. Donc les grands chefs d'État, les hommes politiques ont été des adeptes du storytelling avant que les chefs d'entreprise aujourd'hui, les entrepreneurs ou les conférenciers ne le deviennent. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup Sébastien Durand pour toutes ces informations. Je vous recommande, si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité et la structure dont vous êtes le dirigeant, Sébastien Durand Conseil, de vous rendre sur Internet. Rappelez-nous le site Internet, l'URL de votre site Internet. Alors sébastiendurandconseil.com, et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Sébastien Durand en un seul mot. Voilà. Très bien. Et de toute façon, vous retrouverez l'adresse mail de Sébastien Durand juste sous cette vidéo. Je vous recommande encore la lecture de ce livre qui est vraiment passionnant. Si vous aimez le storytelling, si vous voulez en faire, et si vous voulez en faire de façon efficace, n'hésitez pas, lisez-le. Je vous assure que vous ne perdrez pas votre temps. Merci encore Sébastien, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Faiseurs d'Histoire. À bientôt.